Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons en France où s'est ouvert ce 4 octobre le 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts. Plusieurs dizaines de dirigeants des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie y prennent part. Lors de son discours, le président français Emmanuel Macron a salué une langue de résistance et de combat en constante réinvention. Les pays membres de l'OIF ont lancé hier l'appel de Villers-Cotterêts, invitant les grands acteurs du numérique à bâtir un espace plus sûr et à lutter contre les discours de haine. Notons que l'OIF compte 88 États et gouvernements membres. Créer, innover et entreprendre en français, c'est le thème de ce sommet de 2 jours. Ce samedi, la seconde journée se déroulera au Grand Palais à Paris. Et puis, à la veille de ce sommet, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a été désignée pour occuper la vice-présidence de la conférence ministérielle de la francophonie. Son mandat va durer 2 ans. Au cours de cette rencontre, elle a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, remercié les autorités françaises pour l'accueil chaleureux accordé à la délégation ivoirienne, tout en félicitant la secrétaire générale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabo, pour le travail abattu à la tête de l'institution. Retour en Côte d'Ivoire pour parler du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel, baptisé SWED, une forme de filets sociaux qui consiste à rendre moins vulnérables les jeunes filles et femmes dans 9 pays africains. Il est à sa 2e phase. Dans notre pays, le projet SWED porte entre autres sur l'autonomisation, la santé reproductive et l'appui alimentaire, un vaste programme que réalise le gouvernement ivoirien depuis 2021 avec la Banque mondiale et l'UNFPA. À Daloa, ce projet est en cours en ce moment. Les détails avec Jean-Marc Djadji. À Daloa, chef-lieu du Haut-Sassandra, voici une école où certains élèves, à l'heure du déjeuner, répètent les mêmes gestes. Se laver les mains à tour de rôle. Passage obligatoire pour accéder à cette salle, transformée en réfectoire. Pour cette année, ils sont 180 filles et 20 garçons inscrits de la 6e à la 3e qui bénéficient ici d'un appui alimentaire. Au menu ce jour-là, de l'attiéké et du poisson frit, le célèbre garba servi aux enfants. Merci, Tati. Comme la jeune Pascaline en classe de 6e. Après l'obtention de son certificat d'études primaires, la jeune fille quitte ses parents vivant dans un village aux alentours pour s'installer chez son oncle, ici à Daloa. Mais ce domicile se trouve à 7 km de l'école. Pour elle, les allées et venues sont difficiles à effectuer à la pause. Elle est alors sélectionnée pour cette cantine au sein de son établissement. On mange tout le temps, de lundi au vendredi. On mange riz, attiéké, pain et puis haricot, des fois spaghetti et pain. Ça m'arrange très bien parce que je vais manger, je ne veux pas aller ailleurs pour aller manger. Je suis obligée de rester ici et le soir, je m'en vais à la maison. Tous ces enfants font partie d'un vaste projet débuté en 2021 et qui cible les jeunes filles et femmes à risque. Le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel, baptisé SWED. Ceux-ci font partie de la phase 2, lancée le 9 avril 2022 à Korogo, dans le nord du pays. Pour faire à manger aux élèves de cette école, des tantines, toutes des femmes de la communauté qui ainsi peuvent contribuer à l'éducation de ces enfants tout en ayant une activité génératrice de revenus. Nous disons sincèrement merci au président de la République et son gouvernement. Nous disons merci aussi à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Nous disons sincèrement merci à Suède qui fait à manger à nos enfants. Vraiment, nous sommes dans la joie parce que ça pouvait aller ailleurs. C'est une grâce. Comment vous allez les filles? Ces jeunes filles, tout comme la poignée de garçons, profitent ici d'une forme de filets sociaux qui consiste à les rendre moins vulnérables, mais aussi à soutenir les parents. Bien que toutes les filles de l'école auraient aimé participer à cette activité, nous avons pris des critères de vulnérabilité. D'abord, on peut prendre une petite, par exemple, qui est ici, en ville, sans ses parents. La plupart de nos élèves qui sont ici
Il y en a qui viennent des campements. Et donc les parents leur permettent de louer une maison ici. Et quelquefois, elles sont sans adultes avec elles. Donc elles sont obligées de se débrouiller pour manger et tout ça. Donc on regarde la distance par rapport à l'école. On regarde aussi le fait que ça peut être un enfant qui est orphelin. Ça peut être aussi un enfant dont les parents n'ont pas grand-chose à la maison. L'ambition du gouvernement ivoirien est de maintenir les jeunes filles à l'école, du moins jusqu'à l'obtention de leur BEPC, pour les rendre plus autonomes. 212 établissements retenus sur toute l'étendue du territoire bénéficient du projet Suède. Pour cette seconde phase, ce sont 800 000 jeunes filles et femmes qui ont été encadrées. Le projet Suède porte, en dehors de l'appui alimentaire, sur d'autres projets en faveur de l'autonomisation de la femme. Ce sont entre autres la santé reproductive, maternelle, infantile, néonatale et nutritionnelle. Ce programme soutenu par la Banque mondiale couvre 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. En Côte d'Ivoire, il est mis en œuvre par une unité de coordination placée sous tutelle du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Quittons Daloa pour nous rendre à Thiébissou, où le ministre d'État, Kobenon Kwasi Adjoumani, en compagnie d'une délégation de la Banque africaine de développement, a procédé à l'inauguration de 2 centres de groupage de produits agricoles. Coût de ces infrastructures, 1,1 milliard de francs CFA. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. 2 centres de groupage d'une superficie d'1 hectare chacun équipés de pompes bascules, des camions-bennes, des tricycles, du mobilier et du matériel de bureau pour ne citer que cela. Le tout représente un investissement de plus d'1,1 milliard de francs CFA. Ces infrastructures émises officiellement par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, avec à ses côtés une délégation de la Banque africaine de développement, BAD, partenaire financier de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier. Désormais, la collecte et la distribution des productions agricoles sur les principaux marchés de la région du Bélier se feront aisément. Une joie pour le monde paysan. Grâce au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a une vision claire pour le développement du monde agricole et le bien-être des acteurs des chaînes de valeur agricole, un programme a été initié en notre faveur. Le partenaire financier, la Banque africaine de développement BAD, mise également sur cette plateforme logistique pour un meilleur revenu aux producteurs en zone rurale. La Banque se réjouit des résultats du 2 PAI Bélier dans le cadre de sa stratégie Nourrir l'Afrique, visant à mobiliser l'investissement, y compris l'investissement privé, pour diminuer sensiblement les importations et accroître les exportations des produits où les pays africains ont un avantage compétitif. Chaque jour, un pas de plus sera fait pour le bien-être des agriculteurs. Kobenon Kwasi Adjoumani, au nom du président de la République Alassane Ouattara, en fait un sacerdoce. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, soucieux d'améliorer sans cesse le bien-être de ses concitoyens, nous instruit de mettre en place des infrastructures de stockage et de conditionnement des légumes afin de les rendre disponibles sur de longues périodes. Cette cérémonie de Thiébissou s'est déroulée en présence de nombreux élus et cadres de la région du Bélier, au nombre desquels le ministre d'État, Jano Aoussou Kwadjo, conseiller spécial du président de la République. Le 13e sommet des affaires nordiques et africaines s'est tenu récemment à Oslo, capitale de la Norvège. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly. Plus de 200 délégués de 35 pays ont assisté à la conférence. Lanciné Bakayoko est notre envoyé spécial à Oslo. Avec ses immenses richesses pétrolières et gazières, la Norvège a montré ses capacités à capitaliser au mieux les ressources générées par la production de ses hydrocarbures. À travers ce sommet des affaires nordiques et africaines ici à Oslo, le royaume scandinave met à la disposition des pays africains intéressés
son savoir-faire en matière de gestion des ressources pétrolières. Plus de 25 États sont donc venus s'inspirer du modèle norvégien, notamment en matière de gestion des flux financiers, des institutions de gouvernance, des négociations avec les compagnies pétrolières. Sur les premiers rangs, la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus à cette rencontre, à ce sommet, pour inviter la communauté des hommes d'affaires de la Norvège de venir profiter, capter toutes les opportunités, les potentialités que la Côte d'Ivoire offre aujourd'hui. Et nous attendons beaucoup de ce sommet en termes d'investissement. Un sommet pas seulement important pour le développement de l'industrie pétrolière, mais aussi pour la préservation de l'environnement et la mobilisation des dispositifs nouveaux. Un des éléments clés, c'était aussi de rentrer en contact avec tous les départements techniques, voilà, afin de voir après, pour les prochaines étapes, comment développer la collaboration pour nous appuyer dans l'organisation aussi en termes de notre administration, en vue de donc être plus performant dans le contrôle et le suivi de nos activités. Présent aussi à Oslo, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, a rencontré plusieurs acteurs privés, mais également les autorités norvégiennes. C'est une rencontre qui a été fructueuse dans la mesure où nous avons pu apprécier de près comment ils se sont organisés, comment ils sont structurés, et ils sont disposés, dans le cadre d'un accord formel, à partager leur expérience avec nous. Particulièrement intéressés par les opportunités présentées par le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, tous les acteurs ont assuré de prendre part au Salon international des ressources énergétiques et extractives, CIREX, prévu du 27 novembre au 2 décembre prochain à Abidjan. À Abidjan, justement, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a organisé ce vendredi une rencontre avec les différentes parties prenantes intervenant dans l'amélioration de l'accès aux services d'assainissement non collectif. Objectif, proposer une stratégie de mise en conformité des ouvrages d'assainissement non collectif et solder le mécanisme de financement pour améliorer les services d'assainissement. Le reportage de Grace Kondo et Sissé Ibrahim. 80% de la population n'est pas raccordée au réseau d'égouts de la ville d'Abidjan. Pour une meilleure gestion de ce type d'assainissement, vidangeurs, entreprises de fosses septiques et autres parties prenantes se sont retrouvés pour plancher sur la stratégie de mise en conformité des installations et le financement pour l'amélioration de l'accès aux services d'assainissement non collectif. L'activité qu'on mène, c'est déjà vider des fosses septiques qui sont dans les ménages. Et quand on collecte, il faut aller vider quelque part. Donc déjà, nous, ça nous arrange parce que si on n'a pas de coin où aller dépoter, on va prendre les raccourcis pour vidanger un peu partout dans la ville. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Le secteur a été négligé pendant un bon moment. Et donc, pour une bonne prise en main, il faut des mécanismes pour mieux prendre en charge l'assainissement non collectif. Une bonne gestion des eaux usées pour un cadre de vie sain. Le projet s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'accès aux services d'assainissement autonome en milieu urbain. Le gouvernement a investi dans les stations de boues de vidange pour pouvoir recueillir ces boues issues de ces fosses-là. Et ces boues sont traitées et valorisées. D'où l'implication du secteur privé qui doit prendre sa part dans la gestion de cet assainissement non collectif pour nous permettre de valoriser les produits issus, n'est-ce pas, de cet assainissement. Le gouvernement est là pour soutenir ce secteur-là, pour faire, n'est-ce pas, la promotion de cet assainissement non collectif. La loi sur le code de l'hygiène et de la salubrité a été promulguée en novembre 2023. Le directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations à se l'approprier en vue d'un environnement assaini. Et pour terminer, dans l'actualité internationale, une série d'explosions a été entendue dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la banlieue sud de la capitale libanaise. Selon des images, de la fumée s'élevait de la zone proche de l'aéroport de Beyrouth. L'armée israélienne avait émis un peu plus tôt des ordres d'évacuation pour certains secteurs. De son côté, le Hezbollah affirme qu'il est engagé dans des affrontements avec les troupes israéliennes à la frontière entre l'État hébreu et le
Liban. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Je vous souhaite un agréable week-end. Soyons tous prudents sur les routes.